Bonjour, je m'appelle Alexis, je travaille chez Google et je vais vous parler de Kubernetes aujourd'hui. Vous avez tous probablement à un moment donné utilisé des machines virtuelles parce que c'était une très bonne façon à l'époque de résoudre un problème qui était je gère mes dépendances, je gère mon application et puis je balance la VM à la prod et puis on est à peu près sûr de l'environnement. Et voilà, j'ai pas de son, j'ai pas prévu de vous montrer ça, mais il y a une petite vidéo sympa sur Kubernetes, j'y reviendrai tout à l'heure. On a tous utilisé des VM. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit que c'était quand même pas très efficace de faire tourner une machine virtuelle sur une machine physique et d'émuler l'ensemble des fonctionnalités. Et on s'est dit finalement qu'on était en train de transporter quelque chose de particulièrement lourd. Et les développeurs, que la plupart d'entre vous êtes, j'imagine, se sont rendus compte que démarrer des VM, les modifier, les recréer, c'était quelque chose d'assez compliqué. Donc sont arrivés des containers que Docker a popularisés et sur lesquels il continue de travailler pour que l'expérience développeur soit la plus importante. Et les développeurs sont vraiment clés là-dedans. Et on s'est dit qu'on pouvait, avec ces containers, avoir des propriétés qui permettaient d'avoir des temps de démarrage plus rapides parce qu'on partageait un kernel et qu'on avait tout simplement une isolation entre différents processus qui étaient donc isolés au sein de ces différents containers. Donc ça, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça quelque chose qui s'appelle le Container Day, quelque chose d'acquis. Donc ça, c'est très bien, mais finalement, on a une machine, finalement. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans le container. A priori, on ne va pas y mettre trop chaud, on ne va pas mettre un serveur web et une partie applicative et une base de données. On va avoir probablement plusieurs containers. Il va falloir gérer l'entropie du système, gérer l'état de fonctionnement, vérifier que les services peuvent se découvrir, que les dépendances sont satisfaites, monitorer tout ça, être capable de monter en charge, dire je veux 10 nœuds qui font le front-end, j'en veux 10 qui font la partie fonctionnelle, et puis monter ou descendre. La sécurité, la configuration, l'ordonnancement de toutes ces choses qui sont virtuelles, qui sont ces containers, sur un matériel physique, c'est autant de choses qu'il faut résoudre. Et donc c'est ce que se propose de faire Kubernetes avec un thème qui est de vouloir mettre l'emphase sur les applications que vous gérez, que vous développez, que vous packagez, beaucoup plus que sur les machines sur lesquelles ils vont s'exécuter, qu'elles soient virtuelles ou qu'elles soient physiques, peu importe, le but c'est vraiment de se focaliser sur l'application et la manière dont elle va être structurée sous forme de containers et sous forme de services ou de microservices. Donc Kubernetes, c'est trois choses. C'est un projet open source sur GitHub, particulièrement extensible avec des API qui sont ouvertes. Il y a beaucoup de choix qui sont faits par défaut pour vous, mais il y a également beaucoup de points d'extension que beaucoup de partenaires n'ont pas manqué d'utiliser pour spécialiser, améliorer, remplacer des comportements par défaut. Le deuxième point fondamental, c'est que c'est quelque chose qui est conçu pour tourner dans tous les environnements. Dans tous les environnements, c'est bien sûr sur des machines virtuelles, parce que c'est ce qui est le plus commun, sur des clouds publics, chez vous, sur un cloud privé, sur un cloud hybride, sur votre laptop, il n'y a véritablement pas de limite et c'est même quelque chose qui est volontairement mis en avant comme étant le point le plus important peut-être de Kubernetes, c'est sa capacité à s'exécuter dans tout environnement. Et donc vous proposez de déplacer votre application depuis bien sûr votre environnement de développement vers de la production, peut-être avoir des déploiements mixtes, hybrides, entre des machines qui sont dans un data center privé et d'autres qui sont sur un data center public, sur un cloud de type Amazon, Google, Azure ou autre. Et le dernier point important, c'est que Kubernetes n'est pas sorti du chapeau de Google un petit peu par hasard. C'est vraiment le résultat de beaucoup d'expériences et beaucoup de leçons apprises, parfois de manière un peu pénible, au cours des 10 à 15 dernières années, chez Google en interne pour délivrer des services comme Search, Mail, Maps et ainsi de suite. Et donc chez Google, on n'achète pas des serveurs, on construit des data centers. On fait des choses à une échelle assez impressionnante. Et finalement, on a une puissance qui est très importante de par le nombre de machines que l'on a, de CPU, de stockage, la taille des tuyaux, enfin toutes ces choses qui sont optimisées. Et on doit mettre cette puissance à disposition du développeur, sans exposer toute cette complexité, parce qu'il n'a pas à savoir comment c'est installé, quel type de génération de puces il a, quel type de stockage. Il a simplement la volonté d'utiliser cette puissance au mieux et avec le meilleur taux d'utilisation. Le taux d'utilisation, c'est un peu la promesse du cloud, d'une manière générale, c'est de se dire moi, je vais être capable de vous fournir des coûts qui sont effectivement très intéressants parce que j'aurai optimisé l'utilisation de mon matériel physique
en utilisant vraiment à 80, 90, 95% mes machines. Ce qui a comparé à un serveur qui est dédié à une application et qui va avoir une moyenne, un taux d'utilisation autour de 10, 15, 20% peut-être dans certains cas, parce qu'on l'aura dimensionné pour des pics. On utilise des containers depuis très longtemps chez Docker. On a contribué au kernel Linux à des technologies qui ont pu permettre à des choses comme à des technologies comme Docker de naître aujourd'hui. On démarre 2 milliards de containers par semaine. Et ça, c'est un chiffre qui date de 2015. Donc, je ne sais pas à combien on en est, mais c'est vrai que tout tourne absolument dans un container chez Google. Une requête search, un calcul de trajet dans Maps, tout ça, c'est un container qui est démarré à tout moment. Et donc, on va gérer véritablement tous nos workloads sous forme de container. Le développeur, lui, finalement, il va soumettre un job. Il va avoir une description, il va lui dire voilà où je veux exécuter ça, donc dans quel data center globalement. Le binaire à exécuter, quelques arguments, des ports, et puis des critères sur la mémoire, la CPU dont j'ai besoin pour cette application, qui sont optionnels et qu'on va respecter ou pas. Après, on va essayer d'être extrêmement fin dans la manière dont on va essayer d'estimer les vrais besoins des applications pour, encore une fois, avoir le meilleur taux d'utilisation. Et on va dire combien on en veut, combien de copies on veut de ce binaire. En l'occurrence, vous avez vu, c'est quelque chose de très ambitieux, c'est un Hello World. Et donc, la manière dont ça fonctionne en interne chez Google, et c'est quelque chose qui est décrit avec beaucoup de détails dans un papier qui s'appelle Borg, parce que c'est le nom du système en interne, c'est la capacité à prendre ce fichier de config qu'on vient de voir, extraire le binaire, le mettre dans un référentiel qui sera accessible par les nœuds qui vont l'exécuter, de s'adresser à ce qu'on appelle le Borg Master et un référentiel qui va être répliqué plusieurs fois, où on va dire voilà la tâche que je voudrais exécuter. On va écrire ça dans ce référentiel. Ensuite, le scheduler va se rendre compte qu'on a demandé l'exécution, mais que cette exécution n'est pas en cours et que physiquement, il ne se passe rien. Donc le scheduler, son job va être de se dire quels sont les nœuds les plus appropriés pour exécuter cette tâche-là qui a ces requêtes, ces requirements, tels que décrits dans un fichier de config. Et il va dire, voilà, je vais de nouveau aller écrire dans le persistent store, voilà où cette tâche doit aller s'exécuter. Quelques millisecondes plus tard, le link shard va se dire, bah, c'est bien, il est schedulé, mais il ne s'exécute toujours pas. Donc il va prendre cette tâche et il va communiquer avec les différents nœuds et avec des agents qu'on appelle des borglets sur chacun de ces nœuds pour dire, eh bien, exécute-moi ce binaire que tu vas aller chercher à tel endroit et avec telle caractéristique. Et donc il y a vraiment des rôles séparés entre tout ce qui est le fichier de config qui est déclaratif, qui dit je veux 5000 copies ou je veux 10 copies de mon service et voici où est le binaire et voici les caractéristiques. Il y a le scheduler qui dit où on va exécuter les tâches et puis s'il y a un problème qui va refaire son calcul d'ordonnancement. Et puis il y a le link shard qui va effectivement balancer les exécutables et demander leur exécution a posteriori. Donc cette séparation des rôles est vraiment très importante parce que ça fait partie des leçons qu'on a appris, des choses qu'on a injectées ensuite dans Kubernetes. Et le résultat, c'est qu'on a 5000, 50 000, 10 000 Hello World, et donc on fait un usage particulièrement intéressant d'un data center et de la puissance qu'on met à disposition du développeur. Mais le message là, c'est vraiment, on s'est concentré sur l'appli. À aucun moment j'ai parlé véritablement de sécurité, de topologie réseau, de provisioning, de machine ou de couche basse. Véritablement, on est en train de parler de l'application et de sa description et de sa configuration déclarative. Donc les principes de Kubernetes découlent beaucoup de ce qu'on a fait dans Borg depuis 10-15 ans chez Google. On essaye d'avoir des concepts qui sont simples, qui sont agrégeables, qui peuvent éventuellement arriver à faire quelque chose de complexe, mais à base de briques unitaires qui elles-mêmes doivent être simples à comprendre et à mettre en place. On a des boucles de réconciliation, ça c'est très important. On a cet aspect déclaratif, je veux 10 copies d'un service. À tout moment, on va vérifier que ce que l'on a demandé est conforme à la réalité. Et s'il y a un problème, on n'en est plus qu'à 10, eh bien on va redémarrer un container supplémentaire. Si on en a trop, on va en supprimer. Donc ces boucles de réconciliation sont là en permanence pour vérifier que ce qu'on a demandé est bien ce qui se passe en réalité. On n'a pas de notion de
groupe à proprement parler. Je ne peux pas dire tous ces containers-là, ils sont dans un groupe. Je crée un groupe et je vais les mettre dedans. Ce qu'on va faire plutôt, c'est donner des labels à des groupes. Et ces labels, c'est la version V1, bêta, alpha. C'est peut-être le fait que ce container, c'est un front-end, que c'est un back-end, que c'est microservice qui a tel ou tel nom. Et ensuite, je vais être capable d'utiliser des sélecteurs pour faire des filtres, pour m'adresser à un ensemble de nœuds qui répondent à ces labels. Et c'est vraiment le seul mécanisme de groupage que l'on a, et c'est quelque chose de très important. Il y a pas mal d'autres choses, je vais en citer une ou deux. Qui a déjà vu cette comparaison entre des cattle et des pets? Pas tout le monde. J'ai tendance à penser que tout le monde, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, des pets, donc, ce sont des animaux domestiques, et le cattle, c'est le bétail. Et c'est important de faire un peu ces distinctions et de se projeter sur la manière dont on gère sa production ou son environnement. Donc, qui aujourd'hui a accès à un serveur en prod? Que ce soit une VM dans le cloud ou... il y en a quelques-uns. Qui parmi vous connaît le nom de la machine? Voilà. Donc vous avez affaire à des animaux domestiques. Ils ont un nom, ils sont a priori uniques, voire rares. Ils ont besoin de votre attention, ils ont besoin qu'on les nourrisse, qu'on passe des patchs, qu'on fasse un certain nombre de choses pour qu'ils soient en vie et en bonne santé. Puis s'ils ne sont pas en bonne santé, on va l'emmener chez le vétérinaire, on va s'en occuper, on va rebooter la machine, on va réinstaller l'OS et tout l'applicatif, on va faire plein de choses. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise approche. Vous allez voir qu'il y a des choses, notamment dans Kubernetes, qui s'approchent de ce qu'on pourrait appeler les animaux domestiques. Le bétail, par contre, le bétail, on ne donne pas des noms à toutes les vaches, à toutes les chèvres, il y a plutôt des numéros. On les traite de manière équivalente. On en a une, on en a 10, c'est toutes les mêmes. On les trimballe en groupe, on les nourrit en même temps, on les sort en même temps, on fait tout en même temps. Et puis, quand ils tombent malades, il se passe des choses, quoi. On ne l'emmène pas chez le véto. De temps en temps, on fait venir le véto, mais pas toujours. Voilà. Et donc, les serveurs, c'est un petit peu ça. Le matériel physique, c'est un groupe de serveurs, c'est un pool de ressources. Pourquoi avoir besoin de nos messages? Je veux exécuter 10 copies de mon service. Sur quel serveur, sur quelle machine virtuelle ça va tourner, ça m'intéresse finalement pas tant que ça. Donc Kubernetes.io, qui est le site, c'est un système qui permet d'automatiser le déploiement de vos applications, de les faire monter en charge, parce qu'on va être capable de dynamiquement redimensionner le cluster et les serveurs et les services qui tournent dessus, de le gérer, et par gestion, c'est des choses comme des rolling updates, c'est comme du canary testing, où on a deux versions, et on balance une partie du trafic sur une version et le reste sur l'autre, et d'applications containerisées. Donc le prérequis, c'est que vous avez des containers, Docker, mais pas uniquement, qui sont aptes et éligibles à être exécutés sur différentes machines physiques. C'est un projet, comme je vous l'ai dit, sur GitHub, il est écrit en Go, comme Docker et comme beaucoup d'autres technologies dans ces couches-là. C'est une réécriture, c'est en aucun cas la mise en open source de Borg. Il y a beaucoup de choses qui sont trop spécifiques à Google. Il y a aussi des choses qui sont des erreurs qu'on ne voulait pas commettre, refaire dans un projet open source neuf. Donc on est vraiment parti de zéro, et c'est une licence Apache 2. On a beaucoup de contributeurs, c'est un projet extrêmement actif, et parmi les contributeurs, on trouvera, mais j'en parlerai un peu dans l'écosystème, des gens comme Red Hat, comme CoreOS, qui sont extrêmement actifs dans le développement de Kubernetes. Quand on parle de fonctionnalité de Kubernetes, au-delà du fait qu'on va prendre des containers et on va les mettre sur les bons nœuds physiques, et puis tout le monde va se trouver, tout le monde va être capable de se parler, il y a l'aspect bin packing. Donc c'est véritablement un des points clés de ce que fait Kubernetes, c'est trouver, avec les bonnes heuristiques, la machine physique sur laquelle on va être capable de scheduler un container. Parce qu'il aura les bonnes caractéristiques, il y aura la quantité de RAM et de CPU nécessaires, parce qu'on aura peut-être le volume persistant dont on aura besoin qui sera monté sur ce nœud physique. C'est autant de logique, c'est un peu comme jouer à Tetris, pour ceux qui ont déjà vu cette analogie-là. Le but, c'est d'être vraiment capable de faire des lignes et d'avoir le meilleur taux d'occupation, encore une fois, possible par rapport à une infrastructure physique donnée. Le self-healing, c'est vraiment, j'ai un nœud qui est tombé, parce qu'on va monitorer ça en permanence, on va être capable de voir qu'un nœud est tombé, on va être capable de le redémarrer automatiquement. C'est peut-être un problème applicatif, c'est peut-être un problème physique,
Si un nœud physique tombe, tous les containers qui étaient schedulés dessus ont disparu, on va être capable de les replanifier sur un autre nœud physique, pourvu qu'on ait la capacité à le faire. S'il est déjà ras la gueule, on va avoir un petit souci. La scalabilité horizontale, c'est quelque chose de très simple. On peut, dès le début, comme vous l'avez vu dans le fichier, dire « je veux 5 copies, j'en veux 10 ». On peut a posteriori dire je veux doubler le nombre de serveurs ou de services. Ça, ce sont des choses que l'on fait de manière extrêmement simple. Les rollouts, les rollbacks sont des choses assez simples. On dit voilà maintenant la nouvelle image de mon container. Débrouille-toi pour que sans aucune interruption de service, on passe à la nouvelle version de manière graduelle. Et le graduel peut être qualifié sur combien de nœuds par combien de nœuds on le fait et combien de temps on attend avant qu'on vire les gens qui sont connectés sur les serveurs existants. Le secret et config management, c'est important parce qu'on a toujours besoin de configurer ces containers. Et quand vous entendez parler des 12 factor apps, qui sont ces 12 principes pour faire des applications dites cloud native, un de ces facteurs, c'est la capacité à configurer le plus tard possible, mais pas trop tôt, un container avec quel port, quelle clé SSH, quel mot de passe éventuellement s'il y a besoin de faire passer ce genre d'informations. Donc il y a tout un mécanisme qui est dans Kubernetes qui permet de, par exemple, jamais écrire sur disque ce genre d'informations, mais d'être capable de les passer au container juste avant qu'ils soient schedulés. On a pas mal d'autres choses et je reviendrai sur le dernier point qui me paraît très intéressant, qui est très récent, qui est la fédération de clusters, qui ouvre la porte à des scénarios très intéressants. Donc Kubernetes, c'est quand même très récent. Il faut se dire qu'on a sorti la version 1.0 il y a 1 an seulement. Alors on est allé assez vite parce qu'on savait ce qu'on faisait, parce qu'on avait de bonnes idées, parce qu'on avait beaucoup de contributions externes, et on est sur un rythme de 2 versions par an à peu près, voire même un petit peu plus. Alors je ne sais pas si la 1.3 est sortie officiellement ou pas, mais comme c'est un projet open source, vous pouvez aller voir. Il n'y a plus beaucoup de commits qui sont faits sur la branche de la 1.3. Elle devrait être sortie peut-être maintenant. Il y a une conférence Red Hat en ce moment qui est probablement l'endroit où on va l'annoncer. Parmi les fonctionnalités qu'on va trouver dans cette 1.3, il y a la fédération. J'en parlais un instant. L'idée, c'est de se dire qu'on est capable d'avoir plusieurs clusters Kubernetes, prêts à recevoir vos containers, et que ces clusters vont être capables de cohabiter et surtout de collaborer. Et donc d'avoir un cluster peut-être qui est sur un cloud public, un autre cluster qui est chez vous, ou sur 2 clouds, ou sur tout simplement 2 zones de disponibilité d'un fournisseur de cloud. Le support des containers Rocket, donc il y a Docker, oui, c'est la grande majorité, mais CoreOS a également un autre format qu'ils utilisent dans leur propre distribution de Kubernetes qui s'appelle Rocket, qui sera officiellement supporté à partir de cette version 1.3. Beaucoup de travail sur la configuration simplifiée de Kubernetes, et notamment sur des environnements historiquement qui sont en local, sur vos machines, mais également sur des fournisseurs de cloud comme Amazon, où beaucoup de gens déploient aujourd'hui déjà Kubernetes, mais pour qui on peut rendre les choses un petit peu plus simples en termes de configuration. Et puis en termes de perf, hein, c'est quelque chose sur lequel on travaille dans chacune des versions. Donc les dernières performances, c'est le bench qui a été présenté hier, c'est 8000 CPU répartis en 10 000 nœuds et avec une base Cassandra de 400 Tera. Et tout ceci, y compris Cassandra, qui a ses problématiques de persistance, s'exécutant donc sur un cluster Kubernetes. Alors parallèlement à l'aspect produit, open source, mais produits et release, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, c'est qu'il y a une saison, on va dire, en ce moment, des créations de fondations, chapeautées toutes par la Linux Foundation. Il y en a une qui s'appelle la CNCF, donc Cloud Native Computing Foundation. C'est un endroit où on a des gens qui collaborent sur, on va essayer de ne pas résoudre les problèmes classiques de manière différente. On va essayer de mettre en commun un certain nombre de bonnes pratiques. C'était aussi l'occasion pour Google de donner à cette fondation Kubernetes, à la fois sur l'aspect propriété intellectuelle et sur l'aspect gouvernance. C'est cette fondation-là qui préside maintenant au futur et à destinée de Kubernetes. Pour ceux qui avaient un doute encore, qu'il n'y ait pas de mainmise de Google ou de qui que ce soit sur un produit, c'est véritablement une fondation qui s'en occupe.
Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer, probablement pas, mais si vous cherchez Kubernetes Cluster Federation, vous allez voir une démo qui doit faire à peu près 5 minutes, donc ce serait dommage de passer ces 5 minutes là-dessus, sur ce que c'est que faire un cluster fédéré, donc de plusieurs clusters Kubernetes, certains tournant dans une zone, en l'occurrence de Google Cloud Platform, ou dans une autre, mais quelque chose qui est un concept qui est applicable pour faire des clusters hybrides, des clouds hybrides, ou tout simplement en interne également, d'avoir plusieurs clusters qui collaborent. L'autre petite chose qu'on a fait, notamment pour l'expérience développeur, c'est quelque chose qui s'appelle Minikube. Donc Minikube, c'est la possibilité d'installer en une commande Kubernetes sur votre laptop, que ce soit un Mac, un Linux ou un Windows, et d'être capable de démarrer un cluster. Donc installation, démarrage, 2 commandes, et ensuite c'est parti, on va créer des services avec des configurations qui vont pointer vers des conteneurs. On va être capable de vraiment développer de manière locale et extrêmement simple. Et ça va être voilà, Minikube start. Et ensuite, c'est parti avec des commandes standards kubectl, enfin standard Kubernetes, on va être capable d'exécuter des services. Et puis ensuite, on va l'arrêter. Et tout est complètement masqué pour vous, pour faire des déploiements simples. Alors, il ne s'agit pas de faire des changement de taille de notre cluster. Il y a plein de choses qui ne sont pas supportées à ce stade, mais en termes de développement, c'est un environnement extrêmement intéressant. Pour des démos, c'est pas mal non plus. Vous avez besoin de convaincre quelqu'un. Alors j'en viens au point, moi, qui me paraît vraiment fondamental autour de Kubernetes, c'est que vous ayez des microservices sous la forme de containers, des applis qui elles-mêmes agrègent différents microservices qui sont containerisés. Vous avez probablement besoin, ou vous aurez besoin dans le futur, de les exécuter sur un environnement de développement, bien sûr, peut-être de manière locale, peut-être même dans un environnement OpenStack. On a des collaborations et Google fait partie de la fondation OpenStack pour justement être capable d'adapter Kubernetes à des environnements OpenStack. Ça peut être sur des VM, du bare metal, sur des cloud providers, un petit bout chez Google, un autre chez Amazon, ou bien on commence chez l'un et puis on commence à avoir des soucis pour X raisons, on veut être capable d'aller chez l'autre. C'est véritablement très important d'avoir cette couche d'abstraction que propose Kubernetes. Les applis que vous développez sont des applis Kubernetes. Quand vous les exécutez sur Google Cloud Platform, vous utilisez une ligne de commande ou des outils qui sont propres à Kubernetes. Ce qui va vous permettre, et ce qui permet de rassurer un certain nombre de personnes sur l'aspect lock-in, de vous emmener ailleurs, non seulement de garantir le côté ça marche en dev, ça marche en prod, et pas seulement à l'échelle du container, ce que résout les technos comme Docker, mais à l'échelle de l'application avec la complexité que ça peut engendrer d'avoir plusieurs containers et des dépendances entre eux. Alors chez Google, on va un petit peu plus loin que de fournir, de dire, bah voilà, il y a des machines virtuelles installées Kubernetes dessus. On fournit un service fully managed, donc une chose qui est un service qu'on utilise en tant que tel. Donc c'est Kubernetes as a service, qu'on appelait Google Container Engine, qui bien sûr est abrévié GKE. GCE était déjà pris. Donc c'est une version 1.x. Alors pourquoi 1.x? Parce qu'on sort la 1.3 ici. La 1.3 sera disponible dans Container Engine dans les jours qui viennent. En gros, dans la première semaine, on va rendre disponible pour les nouveaux clusters la possibilité d'utiliser une nouvelle version de Kubernetes. Et dans la semaine qui suit, on va proposer à tous les clusters en cours d'exécution sur une version 1.2 de faire un upgrade vers 1.3 qui doit être totalement transparent mais qui sera quand même sous le contrôle de l'utilisateur. On va fournir un master, il y a une notion de master dans Kubernetes dont on va s'occuper. On va vous garantir l'uptime et le fait que ce master est toujours dispo. On va faire les updates, ça j'en parlais un instant. On va être également capable de resizer le cluster physique. Dire au départ, je suis avec 10 nœuds qui ont des machines medium, large, et je veux quelques larges en plus parce que j'ai une nouvelle appli qui arrive. Je n'ai pas envie de recréer un nouveau cluster et puis ensuite avoir 20 clusters à gérer. Je veux utiliser le même cluster, rajouter des nœuds dedans. C'est autant de choses que l'on peut faire totalement dynamiquement avec une fonctionnalité qui s'appelle les Managed Instance Group. Bien entendu, puisque tout ça est distribué, il va falloir agréger des logs, fonctionnalité qui est proposée par Container Engine. Même chose pour le monitoring, il ne s'agit pas d'avoir autant d'outils que de serveurs qui sont monitorés. Et puis ce qu'on va également proposer, c'est une registry privée qui va vous permettre d'être sur le réseau Google,
et d'avoir, au-delà de l'aspect privé et sécurisé, quelque chose qui vous permet d'avoir une bande passante très intéressante, qui est celle des data centers de Google. On n'a pas besoin de sortir sur Internet pour aller chercher des images ou pour les pousser. On va être capable d'avoir tout ça colocalisé. Et puis plus généralement, c'est l'accès au reste de la plateforme Google. Donc si vous avez besoin de big data, de machine learning, ou tout simplement d'un App Engine qui sera le frontal de type plateforme as a service, ou d'une API, un Vision API ou un Maps API, c'est autant de choses qui seront facilitées parce que vous êtes déjà dans le monde Google Cloud Platform. Alors l'écosystème, il est particulièrement actif. On a CoreOS qui contribue beaucoup et qui propose une solution qui s'appelle Tectonic. Je vous parlais d'OpenStack, avec qui on travaille. Il y en a pas mal d'autres, OpenShift, donc je crois qu'il en sera question un petit peu plus tard, qui, dans sa dernière version d'OpenShift, a réarchitecturé son produit pour fonctionner sur Kubernetes. Et c'est un partenariat technique et j'allais dire même commercial avec Red Hat. Il y a des pure players, il y a des gens qui font des trucs très intéressants qui permettent de s'approcher avec cette infrastructure type Kubernetes, donc cluster très générique, d'approche de type plateforme as a service, le Git push to deploy par exemple. Helm, c'est une sorte de apt-get pour Kubernetes. Je voudrais rajouter, installe-moi Cassandra, installe-moi Nginx, donc sur mon cluster. C'est autant de choses intéressantes qui viennent compléter l'écosystème. Fabricate, il y en a pas mal d'autres. Et puis il y a des acteurs plus classiques qui contribuent et qui distribuent Kubernetes. Alors il y a plein de stats qui disent que Kubernetes sera intégré, si ce n'est pas déjà le cas, avec la quasi-totalité des produits dans ce domaine-là. Il y a plein de questions sur Stack Overflow. Vous allez me dire, c'est parce qu'on ne comprend rien à Kubernetes. Je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt le signe de quelque chose de très adopté. Le Google Trend qui va bien. Alors, Cloud Foundry, c'est intéressant parce que ce n'est pas tout à fait dans le même domaine ici, mais souvent on nous compare à Cloud Foundry. On pourrait discuter des différences, mais je pense que c'est un niveau un petit peu différent. Et pour terminer, je voudrais vous parler de quelques clients, parce que finalement, c'est eux qui jugent de la pertinence d'une technologie, au-delà de tout ce que j'ai pu raconter, du fait que c'est des bonnes idées qu'on a eues chez Google et qu'on a implémentées en open source. On en a pas mal, que ce soit des SoundCloud, que ce soit des Wikimedia, que ce soit Eve Online, je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle. Leur back-end aujourd'hui, c'est 5 clusters avec quelque chose comme 53 pods, qui est cette unité de déploiement, et quelque chose comme 25 services, par exemple. Il y a une presse sur Internet, une vidéo qui détaille leur déploiement. On a des gros noms du type Goldman Sachs. Ce n'est pas des gens qui sont connus particulièrement pour utiliser des technologies qui ne sont pas sèches. Ils ont regardé ça d'assez près. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça aussi pour du déploiement continu, l'intégration continue, parce que Kubernetes, c'est la capacité de démarrer des clusters hyper rapidement pour faire des tests, pour faire de l'intégration, pour faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Plus près de nous, le petit logo en bas, c'est une start-up française qui s'appelle Jamshake, qui est basée à Bordeaux, qui utilise ça pour orchestrer. C'est un site de collaboration entre musiciens qui permet d'accéder à des séquenceurs. Alors bien sûr, ils font du FFmpeg, ils font plein de choses qui ne sont pas utilisables dans un environnement classique, qui ont besoin de containeriser. On a peut-être besoin d'en avoir un certain nombre. Et ils ont tout fait, eux aussi, sur Kubernetes et plus particulièrement sur Container Engine, donc sur la plateforme cloud de Google. Voilà, donc l'aspect portabilité me paraît véritablement fondamental parce que vous venez chez nous, chez Google, vous avez un super service pour un prix qui me paraît extrêmement intéressant. Mais ce qui tous ces clients ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas envie de se faire enfermer dans une solution, quelle qu'elle soit. Même si elle est techniquement très élégante, ce qu'ils veulent derrière, c'est être capable de déployer rapidement et d'être capable de continuer à innover sans être pieds et poings liés avec une technologie quelle qu'elle soit. Alors on a toujours une dépendance par rapport à quelque chose. Là, ce serait une dépendance par rapport à Kubernetes, qui est un projet open source, encore une fois géré par une fondation et particulièrement adopté. Voilà, il me reste à peu près 47 secondes pour des questions-réponses, donc je pense qu'on va passer à l'intervenant suivant directement, à moins qu'il y en ait peut-être une, et puis je serai là, vous pouvez me trouver pour les questions avec plaisir.